Son titre? C'est la même chose, mais chez l'adulte. Ah, la même chose chez l'adulte, très bien. Donc au-delà du site cérébral, qu'apporte la NIR somatique chez l'adulte? Merci Philippe. Essayez de tenir le timing, comme ça on a les questions, c'est le plus important. On va essayer, mais j'ai fait moins chargé, et puis il y a moins de documentation qu'en pédiatrie, donc ça va aller plus vite. Donc Philippe Godard, je suis anesthésiste réanimateur au CHU de Montpellier, et voilà, je suis très heureux d'être ici parmi vous dans cette belle ville de Nantes, et je remercie les organisateurs et le Medtronic qui organise ce symposium pour leur invitation. Les liens d'intérêt, j'en ai pas avec cette société particulièrement. Donc le but un petit peu pourquoi est-ce qu'on va aller chercher de la NIRS en plus de tous les outils que l'on a de nos jours pour monitorer et adapter les prises en charge de nos patients, en particulier en chirurgie cardiaque sous CEC. On a déjà fait d'énormes progrès avec la CEC et tout ce qui est issu du GDP. On agit beaucoup sur des paramètres macro-circulatoires. Le GDP donne des informations aussi sur le fonctionnement tissulaire, la consommation en oxygène, la production de CO2. On sait qu'on va pouvoir réduire un certain nombre de complications, améliorer les suites opératoires avec le GDP, en particulier sur la fonction rénale, peut-être plus chez l'adulte effectivement que chez l'enfant, parce qu'on a une population qui est plus à risque sur le plan rénal, avec des objectifs de seuil qui sont déterminés, qui sont publiés. Bon, vous connaissez certainement, on va pas revenir dessus. Et donc, par-dessus cela, pourquoi s'intéresser à des paramètres de perfusion, d'oxygénation tissulaire ou régionale? Justement, tous les paramètres que l'on peut avoir sont des paramètres globaux, de façon systémique. Et peut-être, ça peut être un intérêt d'aller voir ce qui se passe sur un organe donné ou sur un certain tissu. Donc bien sûr, le cerveau est une cible privilégiée, mais là on essaye d'aller un petit peu au-delà de la NIR cérébrale que tout le monde connaît. Et on s'intéresse un petit peu à ce qui va se passer dans la perfusion périphérique, on va dire pas forcément les organes nobles, en particulier les tissus musculaires. Alors les organes cibles, c'est plus difficile chez l'adulte, en particulier le rein, parce que forcément la corpulence des sujets est différente de celle des enfants, et donc on a accès à beaucoup moins d'organes ou de tissus que chez l'enfant. Ce qui tombe bien parce que chez l'enfant, ils ont beaucoup moins accès à d'autres outils de monitorage qu'on a nous, donc finalement ça s'équilibre. Sachant que voilà, sur la NIRS, dans le meilleur des cas, on va analyser des tissus qui sont à 1,5-2 cm de profondeur dans le grand maximum. Donc la perfusion tissulaire, elle est conditionnée par différents paramètres. On connaît les variables macro-circulatoires du débit cardiaque, la pression artérielle, tous les paramètres systémiques. Mais il y a aussi des régulations d'organes, particulier au niveau du cerveau, on le sait. Il y a l'état vasculaire des différents organes qui peut influencer la perfusion d'un organe en particulier, mais il y a aussi toutes les propriétés micro-circulatoires qui sont extrêmement importante, on le sait en réanimation, et voilà, ces paramètres-là, c'est la somme de ces différentes composantes vont déterminer l'oxygénation tissulaire et l'utilisation que les tissus vont pouvoir faire de l'oxygène, ou éventuellement leur privation d'oxygène et le métabolisme anaérobie qui peut se développer en conséquence. Et on sait beaucoup que la sévérité d'une atteinte microcirculatoire, elle conditionne énormément les fonctions d'organes et le pronostic vital des patients, en particulier en réanimation. Alors, quand on veut regarder la microcirculation, il y a des outils qui existent de microscopie sublinguale. C'est extrêmement performant, c'est magnifique à regarder. C'est un peu plus compliqué à analyser, il y a des automatismes qui existent, mais en pratique clinique, en routine, ça reste quand même difficile d'exploitation et d'approche pour une utilisation au quotidien.
Par ailleurs, on a un système là qui est la CEC, qui est notre quotidien en chirurgie cardiaque, mais qui est quand même extrêmement complexe et qui, là-dessus, on va gérer des paramètres de perfusion. On va essayer d'optimiser tout ce qui est la distribution, la consommation d'oxygène, la production de CO2 et la délivrance en oxygène au niveau des tissus. Mais vous voyez que ça reste quand même un élément extérieur au patient qui peut être un petit peu obscur, un petit peu complexe quand on ne connaît pas parfaitement. Et puis derrière, on a le patient avec son système microcirculatoire. Et en fait, il faut arriver à faire matcher les deux, la CEC, qui n'est pas forcément une circulation physiologique, et la perfusion tissulaire de nos patients. On sait que la CEC va avoir des effets sur la microcirculation. Alors, ça ne nous saute pas aux yeux tous les jours, mais on en voit certainement les conséquences. On ne dit pas forcément que c'est lié à la microcirculation, mais c'est des choses qu'on peut observer assez régulièrement. Et une des composants de la microcirculation qui est très importante, c'est dans l'endothélium, c'est le glycocalyx. Et il y a des études qui ont montré qu'effectivement, il y avait une altération du glycocalyx pendant la CEC. Là, c'est une étude sur du pontage coronaire avec différents paramètres qui sont dégradés pendant la CEC. Donc là, on voit ici l'augmentation du PBR, c'est cette partie-là, du glycocalyx, et une perte de fonction avec une augmentation de perméabilité, et tous les marqueurs, je vous en ai mis certains là, mais tous qui sont des biomarqueurs d'altération du glycocalyx, comme le syndécane, les paranesulfates, sont altérés effectivement au cours de la CEC. Alors, là, on a des procédures aussi qui sont de plus en plus complexes, qui peuvent être complexes en termes de circulation. Alors là, c'est pas vraiment de la CEC, mais c'est de la chirurgie vasculaire complexe avec endoprothèse fenêtrée, combinée de la horte ascendante et de la crosse. Pour lesquelles les perfusions régionales sont aussi ultra importantes, et ce qui nous amène parfois à réfléchir sur des stratégies de NIRS multisites pour détecter une hypoperfusion dans un territoire qui serait un petit peu exclu des fenêtrages sur la prothèse. Donc ça, c'est une application pratique. Il faut dire qu'on peut faire du NIRS multisite au bloc opératoire. Alors, on a vu qu'effectivement en pédiatrie, on pouvait utiliser du NIRS régional et des rénales particuliers. Bon, c'est beaucoup plus compliqué chez l'adulte, et au final, ceux qui ont essayé de l'étudier montraient que sur le plan rénal, vous avez ici le cérébral en haut, le rénal en haut, pardon, le cérébral ici, et le tissulaire en bas, c'est-à-dire musculaire. Et qu'au final, c'est plus l'altération du musculaire qui va être associée à une dysfonction rénale post-opératoire, alors que le NIRS rénal lui-même ne parlait pas forcément. Donc je pense qu'on ne va pas trop se focaliser sur les reins chez l'adulte. Et quand on regarde les études qui ont essayé de faire de la NIRS extracérébrale en chirurgie cardiaque, ça reste quand même assez limité. Et sinon, le NIRS cérébral, on a un certain nombre de données qui nous encouragent pour l'optimisation de cette oxymétrie cérébrale pendant la chirurgie cardiaque, avec une probable diminution des complications neurocognitives en particulier. Mais ça, c'est en aigu. On a assez peu de données sur du suivi à long terme. Comme on l'a vu en pédiatrie, on l'utilise pas forcément en routine non plus chez l'adulte, mais on peut se poser la question, effectivement, c'est très intéressant de savoir s'il y a une corrélation entre la NIRS cérébrale et la pression artérielle moyenne, pour savoir si on est dans des zones d'autorégulation cérébrale ou si on échappe à cette autorégulation.
Alors, si on veut aller un peu plus loin avec la NIRS, il y a des tests qui permettent de tester la réactivité microcirculatoire. Ce sont les tests d'occlusion vasculaire qu'on peut combiner à un NIRS au niveau musculaire. Et donc le principe de ces tests, c'est de créer une ischémie dans un territoire pendant quelques minutes et puis de reperfuser le membre. Donc il y a 3 phases en fait qui sont habituellement observées dans ce genre de test. C'est la phase de désaturation où l'oxygène est consommé localement, puis une phase de resaturation brutale lors de la reperfusion avec, on voit ici une pente de reperfusion qui est très rapide et suivie d'un rebond hyperémique, un pic de saturation qui va suivre l'épreuve ischémique qui passe donc du coup au-dessus de la valeur basale et qui va revenir petit à petit avec à sa valeur initiale. Donc ça, c'est soit on considère le pic, soit sur l'air sous la courbe de ce rebond. C'est la restauration quelque part de la dette en oxygène du tissu après son épreuve ischémique. Et à la fois la pente de resaturation qui est assez reproductible dans ces mesures et ce rebond hyperémique sont corrélés aux capacités microcirculatoires de recruter du capillaire pour reperfuser le tissu. Alors, dans le choc septique, on va passer très vite là-dessus. C'est des études anciennes en réanimation. Dans le choc septique, c'est un peu loin de nos pratiques, mais ça marche bien sur le pronostic de ces patients pour discriminer les survivants et les non-survivants, surtout si ces anomalies persistent au fil des heures de la prise en charge. Et on voit donc la distinction qu'on peut avoir entre les volontaires sains, les patients de réanimation qui vont décéder, ceux qui vont survivre. Il y a un décalage significatif sur les pentes de resaturation de ces patients-là. Alors sur la valeur de base, j'insiste sur la valeur de NIRS pris de façon statique, on n'a pas un énorme impact sur le pronostic. Alors ça peut s'étudier en chirurgie cardiaque, Jean-Luc nous l'a montré, avec des différents dispositifs de NIRS. Pour l'instant, on n'a pas encore l'application sur des protocoles de prise en charge qui viendraient avoir une stratification de prise en charge en fonction du NIRS. C'est surtout des pentes de resaturation. Et surtout, c'est compliqué parce que ces outils-là, finalement, ils sont pas complètement automatisé. Il y a une étude coréenne qui montre qu'effectivement, parmi d'autres paramètres, la pente de resaturation en cours de CEC est très largement associée en multivarié au pronostic de ces patients et la survenue d'événements cardiaques majeurs post-opératoires. Alors, nous, on avait fait un petit travail prospectif sur un certain nombre de 200 patients à peu près de CEC, où on s'était intéressé à différents paramètres qui pouvaient être associés à la vasoplégie post-opératoire. Et donc il y a un certain nombre de choses qui sortaient en multivarié, dont un déficit potentiel, enfin une surstimulation potentielle du système vasopressinergique préopératoire révélé par le taux de copeptine. Mais quand on regarde sur les éléments post-opératoires, là c'est pas du PER-CEC, mais on avait fait un IRS immédiatement à l'admission en réanimation après la chirurgie. C'est pareil, ceux qui avaient de la vasoplégie post-opératoire avaient des pentes de resaturation moins bonnes que ceux qui n'avaient pas de vasoplégie. Alors après, il va falloir discriminer peut-être un petit peu plus les patients en termes de sévérité, parce que toutes les vasoplégies ne sont pas forcément extrêmement graves. Et si on regarde avec les vasoplégies associées à des défaillances d'organes, peut-être qu'on aura un peu plus de significativité là-dessus. Alors, comment on peut procéder ? Alors, ça reste compliqué, le monde de la CEC.
Non, je vais vous montrer quelques cas là qu'on a fait sur de la NIRS avec des tests d'occlusion vasculaire couplés avec le GDP en utilisant le nouvel appareil de chez Medtronic, l'Invos 7100, qui reste sur les anciennes générations à 2 longueurs d'onde, mais qui a un taux de rafraîchissement assez rapide pour pouvoir permettre justement de capter ces remontées de saturation et le rebond hyperémique. Donc, on l'a fait un petit peu en aveugle du reste de la prise en charge, puisqu'il y avait un infirmier perfusionniste qui gérait ce NIRS, en plus du perfusionniste à la CEC et de l'anesthésiste qui était en aveugle un petit peu des résultats de la NIRS. Donc, je vous montrerai juste 2 cas qui sont un peu différents. Là, c'est une patiente qui est opérée pour remplacement valvulaire aortique et mitral pour une endocardite. CEC de 166 minutes, vous avez le temps de CEC qui est ici. Et les NIRS, alors en bleu, c'est le cérébral, en orange, le musculaire. Et les tests d'occlusion sont bien sûr, on le fait que sur le musculaire, hein, pas sur le cérébral, heureusement, sur les décrochés qu'on voit sur la courbe. Donc là, je vous ai mis la pente de resaturation telle qu'elle a été calculée a posteriori, en post-traitement. Et puis le pic de saturation dans le rebond hyperémique. En bas, on a la pression artérielle et les doses de noradrénaline péropératoire. Débit de CEC qui est relativement stable à 4,5 litres par minute. Vous voyez qu'on avait un patient qui n'était pas bien là au départ, une patiente avec des saturations cérébrales qui sont descendues assez rapidement, même de façon très inquiétante. Et puis, c'est remonté petit à petit lors de la mise sous CEC. Donc, très probablement, on a une patiente qui déjà était en choc au début de la prise en charge. Et des pentes de resaturation qui se sont améliorées, là aussi, sous CEC et stabilisées per CEC et post-CEC. Ici, vous avez les paramètres de GDP qui montrent, voilà, on est dans les cibles de perfusion, alors peut-être un quotient respiratoire un petit peu élevé à la fin, sans qu'il y ait vraiment d'impact finalement sur les paramètres de perfusion tissulaire tels qu'on le voyait avec nos pentes de resaturation. Mais effectivement, un début de la prise en charge où on avait une patiente qui, en perfusion microcirculatoire, était très altérée, alors que ça n'apparaît pas évident sur les paramètres de GDP tels qu'on pouvait les voir. Donc là, probablement, on a un effet, une information supplémentaire qui est apportée pour la prise en charge du patient. Un autre cas, ici, une chirurgie de Tyrone David avec une plastie mitrale, un patient assez costaud, de 47 ans, une CEC longue, voilà, différents paramètres aussi qui sont mesurés, qui sont assez stables tout le long de la CEC, qui se passe plutôt bien. Et quand on voit au sevrage de la CEC, alors qu'on avait des valeurs de saturation cérébrale qui étaient peut-être un peu hautes, on s'est dit il est un peu hyperperfusé pendant la CEC, mais encore une fois, il n'y a pas d'intervention thérapeutique là-dessus. Quand on sèvre la CEC, ça s'effondre, alors que le NIRS tissulaire, lui, bouge pas trop. Par contre, les pentes de resaturation, elles, s'effondrent rapidement. Et effectivement, ce patient, très rapidement après le sevrage de la CEC, se retrouve avec de fortes doses de noradrénaline, introduction de dobutamine et très rapidement décision de le mettre sous ECMO qui permet de restaurer les paramètres de NIRS cérébral et de réactivité microcirculatoire. Là aussi, les paramètres per-CEC en termes de GDP ne montraient rien de particulier, tout était dans les ranges attendus. Alors, quelle stratégie on peut baser sur la NIRS? Nos amis canadiens de chez André Deneau ont fait de jolis algorithmes à partir de la NIRS cérébrale.
Si on rajoute à cela la NIRS tissulaire périphérique, les tests d'occlusion vasculaire et autres, on peut aboutir à des schémas ultra complexes, sans compter ce qu'on peut faire sur l'adaptation du GDP. Donc on n'en est pas encore là d'établir des stratégies thérapeutiques. Je pense qu'il faut raisonner au cas par cas. Bien sûr, et on va conclure là-dessus, cet apport du NIRS tissulaire reste à explorer, reste à bien caractériser pendant la CEC et aussi la période post-opératoire. L'intérêt, c'est qu'on va pouvoir suivre le patient sur ce qui se passe une fois qu'on a pu la CEC, parce que le GDP, on le fait pendant la CEC, mais après, on a terminé, on n'a plus rien. Donc là, avec la NIRS, on peut suivre ce qui se passe après et voilà, discriminer un petit peu les perfusions régionales et surtout explorer cette microcirculation avec la réactivité qui semble être un élément intéressant en réponse à un test ischémique. Pour cela, pour l'utiliser plus largement, il faudra que les industriels nous permettent d'avoir des outils d'analyse en direct, online, parce que c'est bien beau de prendre son ordinateur et tracer des courbes après, mais ça ne se fera pas en pratique. Et puis, ça permettra peut-être d'optimiser certaines stratégies en cours de CEC et du GDP, avoir des éléments supplémentaires d'analyse, de guider l'utilisation des agents vasoactifs, que ce soit vasopresseurs ou vasodilatateurs, éventuellement des thérapeutiques qui modulent l'inflammation et aussi participer à la personnalisation du seuil transfusionnel chez certains patients en utilisant des outils qui s'intéressent à la microcirculation. Voilà, je vous remercie. Merci Philippe. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions. Moi, je voudrais juste ajouter, il y a deux petites remarques. C'est le taux de rafraîchissement, le temps de rafraîchissement, plus exactement. Il faut bien comprendre une chose, c'est qu'en fait, la machine analyse le signal, le traite et rend une information, donc rend une valeur. Plus le rafraîchissement est court, c'est-à-dire plus il est fréquent, plus vous allez avoir une valeur hyper réactive. Et donc, il y a des industriels qui vont vous vendre des machines de façon artificielle parce que c'est juste un traitement du signal. Ils vont vous rendre une machine qui va être hyper réactive en vous disant elle est beaucoup plus réactive, ça monte et ça descend beaucoup plus vite. Alors en fait, vous avez le mal de mer si c'est trop rapide. Et donc, il faut trouver un juste milieu entre avoir une information quasi instantanée, mais traitable, et une information plus stable, mais qui arrive plus lentement. Mais c'est un artifice qui se règle vraiment sur la machine et qui ne change rien au traitement de l'information en elle-même. C'est juste un artefact, c'est le choix du constructeur qui dit oh, regardez, ma machine, elle est plus réactive que l'autre, vous avez une information, il y a une décroissance plus rapide, en fait ça ne change rien, c'est juste que l'information est rendue plus rapidement, et donc elle peut être faussement évolutive, c'est-à-dire qu'elle peut monter et redescendre très vite aussi, et donc vous pouvez avoir une analyse du signal qui est un petit peu plus difficile. Donc, ce n'est pas parce qu'on vous dit qu'elle est plus réactive qu'elle est mieux qu'une autre. Deuxièmement, finalement, la NIRS, c'est un détecteur de perte d'autorégulation cérébrale. Est-ce que le fait qu'il y ait des mouvements, des anomalies de NIRS rénale plus précoces par rapport à une NIRS, ça fait écho à la pédiatrie, là, le fait que la perte d'autorégulation cérébrale traduise aussi une perte d'autorégulation rénale est assez logique. Et finalement, on peut dire d'emblée, sans être obligé de monitorer le rein, que quand on y a une perte d'autorégulation cérébrale, l'autorégulation cérébrale étant beaucoup plus robuste que la rénale, finalement, il y a aussi une perte d'autorégulation rénale. Oui, est-ce qu'il faut monitorer pour autant ? Non, certainement. Puis le monitorage rénal chez l'adulte, on n'y arrive pas en pratique sur la plupart des patients, sauf quelqu'un qui pèserait 40 kilos, qui serait très maigre. Mais et en plus, on n'a pas beaucoup de données. Enfin, le peu de données qu'il y a n'apportent pas un plus. Les seuls éléments qui semblent y avoir, c'est qu'effectivement, si on a une perturbation, même si on est dans la zone d'autorégulation cérébrale, du NIRS périphérique tissulaire, musculaire par exemple, ça se traduit par un impact sur la fonction rénale. Alors qu'on ne le retrouve pas forcément quand on fait du NIRS rénal directement. Donc voilà, ça reste une piste intéressante pour la perfusion périphérique. Philippe, j'ai une question.
C'est finalement, là, tu nous as montré des résultats exploratoires où tu suis la variation d'un paramètre d'oxygénation tissulaire avec l'évolution du malade. Mais en gros, c'est quoi les perspectives de recherche? Qu'est-ce que tu vas définir comme outcome? Qu'est-ce que j'ai du mal parce que là, ça reste vraiment très exploratoire. C'est plus de la faisabilité. Et après, c'est de savoir est-ce qu'on a des informations supplémentaires sur le statut du malade. Donc, essayer de regarder si... mais le problème, c'est qu'il va falloir beaucoup de malades pour pouvoir le déterminer, si certains paramètres sont associés avec des complications post-opératoires. En termes de... Si on regarde les paramètres de réactivité microcirculatoire, par exemple. Oui, mais en pratique, qu'est-ce que... Voilà, en pratique, on n'y est pas encore. On est bien d'accord, ça reste pour l'instant une étude de faisabilité, et puis après, il faudra pas mal de malades pour voir si on a des paramètres sur lesquels on peut agir ou pas. Oui, parce que sur les paramètres cérébraux, Merkin a quand même décrit ces algorithmes qu'on peut prendre dans le désordre d'ailleurs plutôt, parce que souvent c'est une hyperventilation avec une hypocapnie qui est simple à corriger. C'est le premier élément simple à entreprendre. Mais là, c'est vrai qu'on a du mal à percevoir quel va être l'impact thérapeutique des courbes de reperfusion et de pérémie. C'est-à-dire si on a des paramètres de perfusion qui sont optimisés mais qu'on garde des anomalies microcirculatoires, il va falloir se dire c'est pas sur la macrocirculation que ça va jouer, quoi, hein. Donc il va falloir agir sur de l'inflammation, sur peut-être la dilatation des vaisseaux capillaires, des choses comme ça. Mais on voit bien qu'il y a un certain nombre de malades et tout le gros fourre-tout du CIRS post-CEC qu'on a, hein, et qui continue à exister, on ne sait pas très bien comment agir dessus aussi, hein, une fois qu'on a optimisé tout le reste. Donc peut-être qu'en regardant la microcirculation, on aura des pistes pour se dire, oui, là, si on est précoce sur l'amélioration de paramètres microcirculatoires, on aura moins de CIRS et d'inflammation post-opératoire. Jean-Luc Félix. Oui, je suis d'accord avec Philippe, sous Henri on a montré que dans la FA post-opératoire, considérée dans les repos comme bien tolérée parce qu'il n'y a pas d'hypotension, c'est vrai. Eh bien, on met en évidence très facilement une dysfonction microcirculatoire avec la NIRS somatique, via des tests d'occlusion vasculaire, qui se corrige quand le malade redevient sinusal. Et on a aussi montré que certains bêta-bloqueurs, au-delà de leurs effets macro-hémodynamiques, pouvaient avoir des effets micro-hémodynamiques sur ces anomalies microcirculatoires induites par l'AFA. Donc ça, par exemple, je trouve que c'est une piste de travail qui est intéressante, parce que pour l'instant, ce qu'on a publié, c'est exploratoire, mais ça mérite probablement d'être creusé. Sauf que ça met en évidence que l'AFA post-opératoire est induite aussi par le syndrome inflammatoire, puisque quand elle disparaît et que tu récupères une microcirculation normale, et ben finalement, l'AFA se réduit plus qu'autre chose, non ? Ou le contraire, la réduction de l'AFA et le retour en rythme sinusal corrige peut-être la dysfonction microcirculatoire transitoire induite par le trouble du rythme. C'est pas qui fait quoi. On va enchaîner. Ah oui, pardon Pierre. Oui. L'équipe de Ken Brady qui a aussi développé tout ce qu'on fait sur les recherches de MapOpt, et ils ont cherché à voir si le temps passé en dehors de limites d'autorégulation cérébrale avait une association avec de l'outcome neurologique composite, stroke, délirium, etc. Ils n'ont jamais rien vraiment montré sur le cerveau, puisque évidemment les strokes emboligènes emportent tout. Par contre, ils avaient montré là que la perfusion tissulaire était meilleure quand on était dans les cibles d'autorégulation cérébrale. Et suite à ça, ils ont fait une étude avec un bras un peu goal directed therapy, donc c'est-à-dire CEC mené sur des objectifs personnalisés par ces mesures d'autorégulation cérébrale versus un groupe contrôle, et qui démontre un effet bénéfique sur le rein. Donc il y a déjà des petites choses pratiques, mais ces études sont difficiles avec des biais de contamination, des équipes très entraînées à surveiller la pression, etc. Mais bon, voilà, il y a des applications potentielles quand même.